Apparemment, les États-Unis et l'Iran ont conclu un cessez-le-feu mardi. Les États-Unis arrêteraient de bombarder l'Iran et l'Iran stopperait l'envoi de drones et missiles balistiques contre les partenaires régionaux des États-Unis. Et surtout, l'Iran rouvrirait le détroit d'Ormuz. Maintenant, l'Iran avait une vision très différente de ce que signifie ouvert, ce qui impliquait, je cite, de se coordonner avec les forces armées iraniennes et de tenir compte des limitations techniques. Fait intéressant, ces limitations techniques semblent inclure le paiement d'un péage, et certainement pas en dollars, peut-être en yuan, peut-être en crypto-monnaie. Et cela est clairement revenu sur le tapis quand l'Iran a déclaré que le détroit était à nouveau fermé le lendemain. Quoi qu'il en soit, techniquement ouvert ou techniquement fermé. Péage ou pas péage, les résultats n'ont pas été encourageants. Les données à ce sujet sont très peu fiables, mais il y a eu environ 5 navires qui sont passés mercredi. 4 sont passés jeudi, et pendant que nous attendons les chiffres définitifs de vendredi, ils pourraient être meilleurs, mais ils ne seront certainement pas bons. Tout cela arrive alors que nous sommes samedi et que des négociations ont lieu entre l'Iran et les États-Unis au Pakistan. Comment obtenir un cessez-le-feu lié à la réouverture du détroit, sans réellement rouvrir ce détroit? Eh bien, aujourd'hui, nous avons une variété de problèmes que nous devons résoudre. Le principal problème est évident. L'absence flagrante de cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah. Mais cela s'inscrit plus largement dans la tentative de l'Iran d'obtenir un meilleur accord, ce qui nécessite une évaluation séparée des chances de l'Iran dans ce domaine. Pas d'inquiétude, l'Europe, je ne vous ai pas oublié. Nous en parlerons tout à l'heure. Ensuite, nous examinerons la possibilité que les divisions internes en Iran maintiennent le détroit dangereusement tendu. Enfin, nous nous aventurerons dans le monde étrange où un cessez-le-feu sans grande conviction a rendu les navires moins enclins à effectuer la traversée, car ils préfèrent attendre une meilleure offre. Mais commençons par la situation du Hezbollah, qui, dans notre charmant petit monde en guerre, nous montre à quel point tout cela crée du chaos qui aurait pu être facilement évité si nous pouvions gentiment revenir à la géopolitique des années 90. En surface, le problème est que, selon la Maison-Blanche, Trump a déclaré un cessez-le-feu en Iran, qui concerne l'Iran, les États-Unis et, de façon moins évidente, Israël. Cela semblait correspondre à ce qu'avait compris le ministre iranien des Affaires étrangères d'après le communiqué qu'il a publié. Citation. Si les attaques contre l'Iran cessent, nos puissantes forces armées mettront fin à leurs opérations défensives. Cependant, au milieu de l'opération spéciale des Mollahs, Israël a relancé une longue bataille contre le Hezbollah. Le Hezbollah, en tant que force supplétive de l'Iran, avait effectivement été coupé de tout ravitaillement. Le groupe militant est devenu une cible d'opportunité qu'Israël ne voulait pas laisser passer. Eh bien, après le début du cessez-le-feu, Israël a lancé une campagne de frappe particulièrement agressive, s'aventurant plus au nord que ce qui avait été le cas historiquement. En réponse, l'Iran a déclaré que le cessez-le-feu couvrait le théâtre libanais, une attente que le Pakistan partageait. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi ce point fondamental devrait faire l'objet d'un désaccord factuel. Je suppose qu'il faudrait poser la question aux négociateurs et nous demander aussi pourquoi il n'existe aucun document officiel qui énonce les termes de l'accord. Cela nous faciliterait certainement la tâche pour désigner le passage précis afin de déterminer qui a raison et qui a tort. Je veux dire, écoutez, c'est un mauvais signe si vos négociations prévues sont conditionnées à des règles de cessez-le-feu déjà contestées, en plus d'un déblocage d'actifs qui n'avait jamais été discuté auparavant. Mais ce qui n'est pas contesté, c'est l'utilité de Ground News pour garder les idées claires. Claires avec un GH. Ma fonctionnalité préférée de Ground News reste le briefing quotidien. Un rapide coup d'œil à 9 histoires importantes de la journée, y compris certaines histoires dont certains segments de la sphère politique ne parlent pas. Comme un drone MQ-4C Triton qui a dû effectuer une descente d'urgence. Et cela m'aide aussi à sortir de l'effet de tunnel et à repérer des histoires comme une trêve de Pâques prévue en Ukraine. Et en allant sur ground.news Lines on Maps ou en scannant le code QR à l'écran, vous pouvez profiter d'une réduction fantastique de 40% sur le plan Advantage pour accéder à toutes ces fonctionnalités et bien plus encore. Alors merci encore à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Ils ont été là pour moi pendant l'année écoulée et ils seront là pour vous aussi.
Quoi qu'il en soit, à travers ce que J.D. Vance a décrit comme un véritable malentendu, le résultat final est que l'Iran a déclaré le détroit fermé, tuant ainsi la seule chose qui comptait le plus pour les États-Unis. Faire en sorte qu'Israël s'arrête ne sera pas facile pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a ce problème de longue date. Netanyahou sera l'objet de poursuites judiciaires sans fin si l'état de guerre permanent d'Israël venait à prendre fin. Cela correspond à l'explication traditionnelle des bénéfices personnels de la guerre, ce qui contredit notre hypothèse selon laquelle la guerre est coûteuse. Et deuxièmement, Israël voit cela comme une occasion d'en finir avec le Hezbollah. Les planètes sont alignées. L'Iran ne peut fournir de soutien direct. La Syrie a commencé à sévir contre le groupe. Et même le gouvernement libanais est passé d'une relation diplomatique avec le Hezbollah à une relation plus ferme. En fait, c'est le même problème de négociation qui a contribué à l'impasse des négociations entre la Russie et l'Ukraine. La Russie, du moins il y a quelques mois, pensait encore que l'Ukraine ne pouvait pas défendre sa ligne de front, mais qu'elle aurait une capacité accrue à le faire une fois qu'un cessez-le-feu serait instauré. Pour qu'un accord fonctionne, l'équilibre des forces actuelles doit être relativement proche de ce à quoi ressemblera l'équilibre des forces après l'accord. Ainsi, pour contrer cette incitation israélienne, les États-Unis devraient menacer de punir Israël pour avoir prolongé le front au Liban. C'est quelque chose à garder à l'esprit alors que les négociations bilatérales commencent entre les États-Unis et l'Iran. Parce que si la Maison-Blanche considère qu'imposer des contraintes à Israël est une mesure coûteuse, alors les diplomates américains chercheront à obtenir de plus grandes concessions de la part de l'Iran. Bonne chance à ceux qui tentent de démêler ce chaos. Plus largement, la stratégie de l'Iran ici semble être de tenir bon pour obtenir un meilleur accord. Le Liban n'en est qu'une manifestation. Le principal problème ici est la manière dont l'Iran réclame des réparations aux États-Unis. Comme cela n'arrivera jamais, l'Iran a généreusement proposé de continuer à percevoir des péages au lieu de paiements directs. Si cela devient la nouvelle norme, ce serait en effet une concession majeure. Les paiements pourraient raisonnablement atteindre jusqu'à 10% du PIB de l'Iran. Je ne suis pas sûr de l'efficacité de cette stratégie, cependant, car elle repose sur le fait que l'administration Trump se soucie beaucoup d'Ormuz. Évidemment, Trump se soucie du passage des pétroliers. C'est un enjeu politique majeur pour lui dans son pays. Le problème de l'Iran est qu'il réclame des réparations aux États-Unis. S'il n'obtient pas ces réparations, il imposera un péage. Mais le péage imposé par Téhéran aux pétroliers n'est pas payé par les États-Unis. Il est payé par les États du Golfe qui exportent du pétrole via le détroit d'Ormuz, ce qui augmente leur coût de production. Une partie de ce coût sera répercutée sur les consommateurs, mais les États-Unis ne consomment qu'environ 20% de la production mondiale de pétrole. Par conséquent, 80% des coûts répercutés sur les consommateurs sont répartis entre les consommateurs de pétrole du reste du monde. En retour, ce péage constitue un moyen de pression très inefficace sur les États-Unis. Cela pourrait entraîner un certain degré de flexibilité de la part de la Maison-Blanche, mais ce ne sera pas l'équivalent du péage, précisément parce que le désavantage pour les États-Unis est inférieur au péage. Ainsi, si l'Iran maintient cette exigence, il ne serait pas surprenant de voir les États-Unis rejeter l'accord. Ce qui se passera ensuite sera intéressant. Il y a une question immédiate de savoir si les États-Unis ou l'Iran bénéficient le plus d'une pause de 2 semaines, mais c'est un sujet suffisamment complexe pour mériter sa propre vidéo. Une question concerne aussi les partenaires arabes voulant entrer en guerre contre l'Iran. En effet, ils ont montré des signes qu'ils sont prêts à le faire. Pendant ce temps, il est possible que les États-Unis se retirent pour simplement de la région. Évidemment, ce serait un très sale coup de la part de Trump. Néanmoins, on pourrait imaginer que cela se produise, car les discussions diplomatiques à ce sujet ont déjà commencé. La question clé sans réponse est de savoir comment l'Europe réagirait. La politique de Trump a clairement déconcerté de nombreux Européens. Certains pays, comme l'Espagne, tentent activement d'empêcher les États-Unis de progresser en Iran. Mais là où tout le monde était d'accord, c'est que personne n'allait surveiller le détroit d'Ormuz pendant que les États-Unis menaient une guerre. Vous voyez où cela mène. Et si les États-Unis arrêtèrent les bombardements, mais que l'Iran continuait les attaques contre les pétroliers? J'ai mentionné dans la vidéo d'hier que l'opinion des pays tiers détermine le pouvoir de coercition du détroit.
Si des pays comme la France pensent pour que l'Iran est l'acteur déraisonnable, alors fermer le détroit d'Ormuz n'exerce pas de pression politique sur l'adversaire de l'Iran. Au contraire, cela retombe sur Téhéran. Ainsi, vous voyez comment certains États européens pourraient changer de position. Pas parce qu'ils aiment soudainement Trump, mais parce que l'Iran est devenu le fauteur de troubles. En attendant que cela se produise, Trump continue d'agiter l'idée que les États-Unis pourraient en se retirer. Parce que si cela les effraie au point de les pousser à accorder une forme d'aide, cela finit par être une victoire du point de vue de l'administration Trump. Ensuite, il existe aussi de raisons moins évidentes pour lesquelles les pétroliers hésitent encore à traverser le détroit. L'une d'elles est les divisions internes en Iran. Cette préoccupation était visible dès la première heure du cessez-le-feu. Le ministre des Affaires étrangères iranien suggérait des mesures plus constructives, tandis que l'armée adoptait une position plus ferme sur la souveraineté du détroit d'Ormuz. Alimentant les spéculations sur leur dissension, des drones ont frappé l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dans les heures qui ont suivi l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, ce qui suggère que quelqu'un en Iran tentait de saper l'accord. Imaginez-vous à la place d'un capitaine de pétrolier dans le Golfe. L'Iran vous a indiqué comment traverser le détroit en sécurité. Suivez-les et tout ira bien. Croyez-vous que chaque Iranien avec un lance-missile respecte ces conditions? Sinon, gardez peut-être votre pétrolier dans des eaux plus sûres. Changer la vie de ces capitaines ne sera pas facile du jour au lendemain. Un cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah serait un début. Ensuite, avoir simplement une période plus longue, sans attaque de drones, ni tir de missiles balistiques contre les États arabes aiderait également. Un règlement complet sera peut-être nécessaire avant le retour à une circulation normale, avec ou sans péage. Bien que Trump préfère des négociations rapides, il faut historiquement des mois pour passer d'un cessez-le-feu à un règlement final. Enfin, il y a la possibilité que le cessez-le-feu, aussi timide soit-il, encourage les pétroliers à attendre. De plus, c'est le caractère timide de l'accord qui les pousse à ralentir. Imaginez-vous à la place d'une compagnie de transport pétrolier. L'un de vos navires est coincé dans le Golfe. Vous voulez le faire passer par le détroit, car il transporte une cargaison d'or noir valant des centaines de millions de dollars, qui ne vous rapporte rien tant qu'elle n'a pas trouvé preneur. Mais chaque jour où le pétrolier ne bouge pas est un jour où il ne va pas chercher une autre cargaison, probablement depuis un port moins dangereux. Dans des circonstances normales, affréter un pétrolier pourrait coûter jusqu'à 100 000 dollars par jour. Être à l'ancre pendant 42 jours équivaut à une perte de 4,2 millions de dollars, soit plus du double de ce que l'Iran demandait pour autoriser la sortie du navire. En combinant la valeur du pétrole et le coût d'immobilisation, on pourrait croire que les pétroliers seraient très motivés à repartir. Et en effet, si l'on remonte à il y a quelques semaines, l'attente que rien ne changerait a poussé de nombreuses entreprises à se résoudre à payer le péage. Cependant, si vous pensez qu'un accord est sur le point d'être conclu, un vrai accord, pas un accord au rabais, et pas un accord qui exige un péage, alors il vaut mieux attendre encore un peu. Une partie de cette réflexion peut consister à examiner la question de la sécurité évoquée il y a un instant. Peut-être que les compagnies maritimes doutent que l'Iran continue d'imposer des péages sans que les États-Unis reprennent les bombardements. En comprenant cela, l'Iran rouvrirait entièrement le détroit comme l'exige le cessez-le-feu, rendant inutile le paiement des 2 millions de dollars. Cela aiderait à expliquer une observation étrange concernant les flux de pétroliers. Il semble que davantage de pétroliers se déplacent juste avant le cessez-le-feu qu'immédiatement après. Ceux qui ont quitté le Golfe juste avant pariaient à tort que le conflit durerait des semaines. Peut-être que ceux qui partent maintenant doutent que le cessez-le-feu va durer, et ils veulent donc profiter des conditions légèrement plus sûres tant qu'elles durent. Mais les autres attendent qu'une perspective plus favorable se dessine. Et s'ils ont fait le mauvais pari ici, alors peut-être qu'ils finiront par se résoudre à payer le péage. Alors, quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? Quel que soit le statut technique exact du détroit, le nombre de passages n'est pas encourageant. Le problème le plus évident, c'est l'intensification des frappes d'Israël au Liban et la position de l'Iran affirmant que la poursuite du conflit viole le cessez-le-feu. Ceci fait partie du désir plus large de l'Iran d'arracher un meilleur accord aux États-Unis.
Il est moins clair que les pétroliers risquent quelque chose du fait d'acteurs internes en Iran cherchant à faire capoter les négociations. Et plus étrange encore, l'espoir suscité par le cessez-le-feu pourrait convaincre certains pétroliers d'attendre des circonstances encore plus favorables. Merci encore à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Allez sur ground.news/linesonmaps ou scannez le code QR affiché à l'écran pour bénéficier d'une réduction fantastique de 40% sur un abonnement Vantage. En attendant, vous pouvez continuer à faire vivre la chaîne avec d'autres contenus sur le conflit avec l'Iran. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous.